Alors tout d'abord, merci aux organisatrices pour cette initiative de fédérer donc des recherches qui se fragmentent sur différentes disciplines et on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer. Je voulais aussi signaler que j'ai déjà présenté une partie de cette recherche dans un colloque sur la BD-Film et qui soulevait un peu des autres enjeux. Donc, je suis content de pouvoir partager ces documents avec un autre public et j'ai déjà beaucoup appris des interventions précédentes. Donc, voilà, je me réjouis du reste de la journée. Donc, mon intervention portera sur les scrapbooks compilant des coupures de bande dessinée parues dans la presse américaine. Alors, il n'y a sans doute pas besoin de rappeler le caractère éphémère de la bande dessinée comme culture populaire de masse, lue à l'entre-deux-guerres par des millions de personnes et faisant partie d'un rituel quotidien aux États-Unis. La photographie d'André Kertész que je vous montre ici illustre en fait le titre de mon intervention qui pose la question de ce qui advient au journal quotidien une fois son lendemain arrivé. Ici, donc, un enfant profitant du papier en pénurie déposé devant un point de récolte et voué à être recyclé, qui en lit les suppléments de bande dessinée en mangeant une glace. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce sont les usages faits de cette bande dessinée qui se retrouvent rapidement en abondance dans les journaux américains, et particulièrement par la composition d'albums compilant des découpes de bande dessinée. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il ne me semblait pas inutile de revenir sur la manière dont je me suis intéressé à ces objets, précisément parce qu'il convient de réfléchir aux questions qu'ils nous posent, que nous posent ces objets en marge de l'imprimé, jusqu'ici peu traité. L'histoire de comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à ces productions me semble intéressante en elle-même, sans tomber dans l'autobiographie, bien sûr. Donc, ce travail de recherche s'est fait en marge de ma thèse de doctorat, qui s'intéressait donc aux gestes de transmission et aux écritures vernaculaires de l'histoire de la bande dessinée aux États-Unis. Et ce qui m'a rapidement amené à tomber sur cette image, un scrapbook composé par le père du dessinateur Charles Burns, et que celui-ci tient pour un de ses trésors les plus personnels. Donc l'objet a une valeur, en tout cas pour moi, avait une valeur esthétique immédiatement parlante, et que Charles Burns mobilise aussi régulièrement lors de ses conférences et interventions pour illustrer ses propos. Donc en tant qu'objet, il illustre un document de collection et d'autodidaxie. Les fragments sont découpés et organisés en une banque de données, un répertoire de fragments à redessiner. Pour le père de Charles Burns, l'album avait une fonction d'usage orientée vers le réemploi des fragments préservés, donc voué à s'apprendre à dessiner. Comme vous pouvez le voir, en fait, les, le scrapbook est codifié avec des annotations, F pour female, prof pour profile, up, down pour les perspectives utilisées. Donc, ce sont des documents qui sont voués être imités par le dessin et s'approprier une certaine manière de dessiner, ici puisé chez Milton Caniff. Cet exemple nous révèle déjà le scrapbook comme une technique d'archivage sélectif et personnel dont la composition est définie par les prévisions faites sur le futur usage de ce qu'on y conserve. Donc, on découpe quelque chose parce qu'on pense qu'on en aura besoin plus tard. C'est par le biais de ce premier exemple que j'ai trouvé fascinant sur le coup, que je me suis penché plus attentivement sur les scrapbooks et je suis assez rapidement tombé sur ceux assez similaires mais plus prestigieux d'une figure de proue des Chicago Imagistes dans les années 1960, une sorte de version locale du pop art, et dont dont en fait certaines pratiques ne font qu'étendre le même geste de découpage pour en changer le statut en œuvre d'art. Bien sûr, tout ceci rejoue une longue connivence entre pratiques ordinaires de création et art savant que Claire Le Thomas a étudié dans ses travaux sur les racines populaires du cubisme. Oui, c'est le titre de son ouvrage. Donc, pour autant, c'est à l'occasion d'un séjour de recherche à la Billy Harland Cartoon Library de l'Université d'État de l'Ohio, où j'ai pu dépouiller plus d'une centaine de scrapbooks et où j'ai pu recadrer ce genre d'objet dans une histoire plus longue et moins aux prises avec les phénomènes de détaillage et de fragmentation que de l'iconographie des comics à laquelle le pop art nous a déjà habitués. Donc, en un sens, les scrapbooks de Charles Burns et de Rei Yoshida sont très facilement lisibles pour le lecteur contemporain parce qu'ils nous rappellent ces peintures de Roy Lichtenstein, ces fragmentations d'une iconographie très comics, mais quand on se penche sur ces scrapbooks conservés
à la Billy Arland Cartoon Library, on est face à des objets en fait très différents, moins marquants par moins idiosyncratiques, moins original, en fait souvent très banal, anodin, très similaire, très répétitif. Mais cette banalité nous en dit long sur le statut même de ce genre d'objet vernaculaire. Pour moi, c'est en fait un enjeu crucial de ce genre d'objet, puisqu'il ne faut pas réduire le scrapbook au statut d'avant-texte génétique, seulement intéressant quand il illumine une œuvre déjà canonique ou le parcours d'un grand artiste, ni simplement d'en tirer des généralisations sur l'électorat de bande dessinée, comme une sorte de témoignage sociologique ou historique, pour lesquels les scrapbooks seraient finalement des témoins en fait peu fiables. Donc je reprends ici volontiers les mots de Meredith McGill, qui décrit l'antécédent des scrapbooks en parlant des commonplace books, qui étaient plutôt courants dans le courant du XVIIe et XVIIIe, et qui nous dit qu'ils sont à la fois trop singuliers et trop banals pour l'histoire littéraire. Donc ils sont à la fois trop liés à une composition individuelle ou familiale ou domestique dont on sait très peu de choses, et en même temps pas assez généraux ou pas assez généralisables pour pouvoir en tirer des conclusions plus larges. Et ça me semble un des paradoxes en fait de pas mal des objets qu'on a convoqués aujourd'hui. Donc la collection des scrapbooks de la Billy Arland Cartoon Library, sans aucun doute la plus large dédiée à la bande dessinée américaine, nous met face à des défis épistémologiques très semblables. On a des objets éclatés sur une large période qui sont la plupart du temps anonymes ou bien dont on manque souvent des informations cruciales pour pouvoir les recadrer plus concrètement pour en mener une enquête très spécifique. Même quand l'assembleuse y pose son nom, comme c'est le cas ici d'une signature apposée en fin d'un album rassemblant des caricatures d'un seul dessinateur, on ne sait pas bien à quel genre d'objet on est confronté et à quel degré il faudrait pousser l'enquête spécifique d'un exemple de scrapbook et comment juger de la pertinence de ce choix-là. Donc, plutôt que de me concentrer sur quelques exemples très précis, j'ai préféré saisir un peu les pistes très larges que révèle le dépouillement de l'entièreté le dépouillement assez rapide de l'entièreté de cette collection, et donc d'un parcours à travers des objets très hétérogènes qui nous mènent dans une large coupe chronologique allant de la fin du 19e aux années 1980. Et je vais donc soulever quelques usages apparents de ces albums pour enfin essayer d'en dégager une hypothèse plus large. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'avant l'émergence massive dans la bande dessinée dans les grands journaux américains, le scrapbook constitue déjà une activité bien ancrée dans la culture américaine de l'imprimé, où l'on se prête volontiers à la manipulation de la colle et des ciseaux, comme l'a bien montré Helen Gruber-Garvey dans un ouvrage de 2013. Donc le scrapbook existe déjà et se popularise vraiment au courant du 19e siècle, cet âge du papier, cette civilisation du journal. Il permet, en fait, on peut le voir comme un support qui permet de composer avec différents médias papier et à l'intersection de plusieurs genres textuels et iconographiques, actualité, photographie, illustration, poésie, littérature feuilletonesque, caricature, comic strip évidemment, etc. Donc ce qui donnera en fait très vite lieu à une sorte d'éditorialisation et de commercialisation du format du scrapbook. Mark Twain fera d'ailleurs breveter un modèle particulier d'album autocollant, donc avec une colle déjà prédéposée sur ces pages. Donc on voit déjà que, pour rappeler un peu la division que De Certeau fait entre stratégie et tactique, en fait, les tactiques sont très vite appropriées au sein de stratégies commerciales. Et donc, pour Garvey, ce sera déjà un signe avant-coureur d'une commercialisation du format qui, selon elle, va perdre de sa prominence durant la première moitié du XXe siècle du fait de l'émergence de nouveaux médias, de bureaux de coupure de presse et d'autres modes de préservation, de mobilier, de fardes, etc. Donc, pour autant, et c'est là un peu l'hypothèse que j'aimerais tester, la technique du scrapbook semble rester importante dans le contexte de la bande dessinée au courant du XXe siècle, alors même que le scrapbook semble perdre de son importance dans une culture du journal plus large. On trouve en effet différents usages et objectifs du scrapbook qui me semblent utiles à rappeler.
bon, peut-être un usage assez standard est celui de garder une trace d'un parcours d'auteur ou de professionnel, comme on peut le trouver avec ce scrapbook tenu par un parent de Milton Caniff qui reprend ses dessins d'enfant et qui fait un peu la vie de l'homme qui est advenu. Ou bien encore celui peut-être plus intéressant de Billy Debec, dont l'évolution professionnelle se suit en dessin, donc découpé et collé, mais aussi en annotation qui indique des informations techniques et salariales, donc vraiment une donnée intéressante pour l'historien de la profession, notamment ses différents employeurs, les premiers cartoons qu'il réalise pour différents journaux et combien il est payé à la semaine. Un autre type d'usage est celui du cadeau ou du don fait à des amis, comme c'est le cas d'un recueil de cartoons sur les genres de policiers. Ça va un peu, je suis sûr que tout amateur de bande dessinée a déjà reçu une bande dessinée, les profs, les pompiers, etc. Et bien, c'est un peu le signe avant-coureur de ce genre de choses, avec ici donc un petit montage qui reprend des photographies et des corps dessinés et une annotation humoristique dédiée aux collègues. Mais surtout, le gros de la collection de la Billy Arland Cartoon Library reprend des compiles inlassables de comic strips, de séries de comic strips qui se suivent dans les journaux de jour en jour. Et pour ça, on voit en fait une véritable convergence avec l'évolution du comic strip dans les années 1910, avec la structuration des grands journaux de Chicago et New York en syndicates qui vont essaimer leur contenu parmi les journaux locaux dans différents États et qui invitent en fait les lecteurs à garder une trace des strips qui sont parus de façon quotidienne. Leur efficacité tient à l'éphémère du support et en l'absence de stratégie éditoriale de collection en livres, les lecteurs et lectrices utilisent le format du scrapbook pour compiler des séries dont la continuité narrative rend la conservation des épisodes passés attirante tout en offrant l'occasion de rassembler un paratexte diffus. Donc, le cas qu'on voit ici, c'est une espèce de collection énorme et exhaustive de strips de la série Mutt and Jeff, qui est une des séries qui va justement innover ce format de continuité narrative en organisant un jeu sur les paris sur les courses de cheval. Donc, Mutt and Jeff était publié à côté des résultats des courses de chevaux sportifs. Désolé, j'ai dit course de cheval avant, ça m'arrive tout le temps. Et donc qui inciterait les lecteurs à suivre de jour en jour. Et c'est un modèle qui sera repris par tous les grands journaux américains. Et on voit ici un lecteur qui va compiler 3 années de comic strip paru quotidiennement, ce qui fait une énorme masse de papier. L'annotation est réalisée au marqueur permanent par Bill Blackbeard, qui est en fait le collectionneur via qui la collection s'est composée à la Billy Arland Cartoon Library. Donc, c'est un grand collectionneur de journaux américains qui a récolté énormément de scrapbooks et qui nous donne aussi une indication sur pourquoi certains scrapbooks se retrouvent dans ces bibliothèques universitaires et sur les billets potentiels archivistiques, puisque Bill Blackbeard était avant tout intéressé par ces séries populaires avec une longue vie, ces icônes de la culture américaine. Et donc, il va sans doute privilégier des compilations exhaustives comme ce genre de comic strip. Donc, en soi, ça n'est pas parce que la collection de la Billy Arland Cartoon Library a surtout des séries de comic strip que c'est la seule pratique ou la pratique dominante de scrapbook, de comic strip, mais c'est sans doute par ce biais-là qu'on a davantage accès à ces objets. Autre exemple intéressant, c'est la collection. Le scrapbook permet en fait non seulement de collectionner les strips en eux-mêmes, mais aussi le paratexte qui s'ajoute autour du comic strip dans le format du journal, avec des annonces parlant de l'auteur, parlant du personnage, qui font souvent en fait, qui intègrent souvent l'actualité au-delà de la parution en case dans l'espace dédié du journal. Et enfin,
encore un autre exemple un peu plus tardif d'une série de strips d'aventure qui est intéressante parce qu'on a une lettre qui accompagne son dépôt à la bibliothèque et qui indique exactement l'âge du fabricant du scrapbook ou du compilateur de scrapbook qui avait 16 ans quand il collectionnait ces strips et qui découpait les strips et qui demandait à sa mère de découper les parutions quand il travaillait l'été en Alaska à bord d'un bateau. Donc on a un beau témoignage sur la manière dont s'organisait cette pratique du découpage et se partageait et le besoin aussi d'avoir des parents qui découpent pour vous afin de préserver les épisodes manquants et qui s'inscrivent vraiment dans une logique de sérialité. Enfin, le scrapbook peut servir d'objet d'éditorialisation et un exemple qui est vraiment fascinant est celui de Rodney Ford, une personne dont je ne connais que le prénom et le nom et qui est impossible de vraiment saisir plus d'informations à ce sujet, mais qui habitait en Californie et qui a composé des centaines d'objets semblables à ceux-ci et qui en fait imite tous les qui emprunte tous les codes au protocole éditorial avec le titre de la série, le titre du nom, une division en volumes, une indication des dates de publication et qui sont aussi fabriqués réellement maison avec des couvertures en carton, des espèces d'avant-pages qui sont peintes à la main avec des fragments découpés de décoration, des ajouts biographiques sur l'auteur. Et enfin, on ne le voit peut-être pas très bien, mais un système de reliure avec des tiges en métal qui est vraiment inédit ou personnel. Donc, on n'est pas du tout dans le modèle du scrapbook prévendu, mais on est dans la réutilisation de matériel recyclable. En fait, le papier sur lequel sont collés les comic strips sont aussi des magazines ou des revues réutilisées. Donc, c'est vraiment du recyclage x3 ou x4 qui représente aussi un investissement temporel et affectif. Et pour terminer, voilà, pour faire bref et laisser la place aux questions, la grande hypothèse que je voulais un peu suggérer, c'est qu'il y a cette convergence en termes de culture médiatique, de pratiques sérielles de la bande dessinée, une certaine évolution de la bande dessinée dans les années 10 et dans les années 20 qui rendent le scrapbook comme support et format particulièrement pertinent, car il permet à la fois de découper et de sélectionner un fragment du journal et de le recadrer dans un autre contexte, celui d'une collection personnelle, mais tout en gardant certaines traces matérielles de son premier contexte de parution. Ce qui en fait une excellente raison pour ce faire avec les matériaux iconographiques qui ne sont pas réédités ou qui ne sont pas rendus disponibles autrement, surtout quand ceux-ci se déclinent en série et se prêtent à la collection. Merci de votre attention.